Bonjour chers auditeurs, bienvenue à Culture et Politique, Richard Haddad au micro, avec Pierre-Henri, comme tous les lundis à 17h30. Bonjour Richard, bonjour à tous les auditeurs, ravi de vous retrouver. Nous recevons aujourd'hui, alors notre sujet donc aujourd'hui sera le Liban en crise permanente, ce pays qui est toujours en crise. Nous recevons pour cela Fouad Khouri Elou, directeur du quotidien francophone libanais L'Orient le Jour, que beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie doivent connaître, puisque ce quotidien va avoir bientôt un siècle, si je ne me trompe pas. Il a eu 100 ans. Il a déjà eu 100 ans, vous voyez, je me trompe à quelques années. Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes ici aussi pour votre dernier livre, pour parler du Liban, mais aussi pour votre dernier livre qui est paru il y a très peu de temps. Liban, j'ai oublié le sous-titre. État de survie. État de survie. Aux éditions Max Milo. Absolument. Voilà, j'avais oublié le sous-titre. Alors, il y a encore un autre sous-titre, le thriller libanais, l'histoire d'un pays meurtri par 2 siècles d'invasion et de crises incessantes et qui pourtant survit. Tout un programme. Absolument. Alors vous rappelez dans ce livre, vous faites des rappels. Alors vous commencez par un peu l'état des lieux, et puis vous faites un rappel historique, parce que pour comprendre le Liban actuel, il faut connaître l'histoire. Et donc, moi, tout de suite, là, je vous attaque directement. C'est très intéressant parce que vous donnez des faits. Alors, on peut pas tout... C'est un livre grand public, donc il est fait pour que tout le monde comprenne. Et c'est très bien écrit, très bien présenté. Donc, on comprend facilement et vous résumez les faits historiques les plus importants pour que le lecteur comprenne parfaitement le contexte. Mais je reviens, moi, sur ce tabou libanais qui consiste à faire croire que la nation libanaise a existé et que le Liban a existé tel qu'il est aujourd'hui autrefois. Or, ce n'est pas le cas. Alors, vous le rappelez quand même dans votre livre, parce que vous dites qu'il s'agit du mont Liban au XIXe siècle, sous l'Empire ottoman, et puis très vite, ça glisse vers le Liban à l'époque, les Libanais à l'époque. Or, le Liban n'existait pas à l'époque. Il y avait des Maronites, il y avait des Druzes, il y avait le mont Liban, qui n'a rien à voir avec le Liban actuel. Et puis il n'y avait pas... aujourd'hui, au Liban, les chrétiens sont réduits à peu près 30 ou 40% de la population, avec une très forte présence chiite, etc. Je veux dire, la plaine de la Beka, à l'époque, ne faisait pas partie du mont Liban. C'est très différent. Donc, n'y a-t-il pas un défaut souvent des hommes politiques, des journalistes, des chercheurs libanais, de faire de l'anachronisme, de parler du Liban autrefois comme s'il était aujourd'hui, comme s'il existait aujourd'hui. C'est une très bonne question. Hein. Pour résumer, pour vous donner une réponse résumée, nous sommes en quête permanente de nation. Oui. Voilà, c'est ça notre réalité. Mais c'est la thèse du livre aussi. C'est en 2 mots, je dis, ça fait 2 siècles qu'on a le même mécanisme, des divisions internes et des interventions externes. Et ça donne un cycle où tous les 30 ans, on a un conflit, une guerre très destructeur. Donc, évidemment que nous avons un problème de nation. Après, ce qu'il faut plus regarder, je pense, c'est quelle structure politique permettrait à cet assemblage à la base hétérogène de coexister, de survivre. Alors, qu'est-ce qu'une nation ? On connaît la définition d'Ernest Renan, vouloir vivre en commun. Ouais, voilà. Je l'ai imprimé exprès pour vous. Donc, vouloir vivre en commun, est-ce que nous voulons... moi, je dirais qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a encore, ou j'espère en tout cas, mais je ne pense pas qu'il y a encore un Libanais qui a véritablement envie de se battre. Hein. C'est-à-dire que chaque communauté, parce que pour schématiser les choses, les Libanais, il y a un certain nombre de communautés, 4 ou 5 communautés principales, donc les chrétiens, les musulmans sunnites, les musulmans chiites, les druzes. Chez les chrétiens, on distinguait les maronites, mais aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que c'est les chrétiens tout simplement. Quoi. Ouais. Et donc, on a 4 grandes communautés. Mais il y a 18 communautés au total au Liban. Et chacune de ces 4 grandes communautés, pour parler clair, s'est pris une grande gifle depuis 50 ans, sur les 50 dernières années. Donc, les chrétiens ont subi une série de défaites. Les sunnites, les musulmans sunnites ont subi la mort de Rafik Hariri et voilà. Et un recul, mais également en Syrie, et on pourrait en parler. Hein. Il y a eu un recul, des revers géopolitiques. Oui, le nationalisme arabe ayant fait faillite,
ils étaient un peu accrochés à ce nationalisme arabe, on peut dire que politiquement, ils se sont affaiblis. Il y a même eu, il y a ça, effectivement, et puis il y a la guerre civile syrienne, où il y a Aussi, eu bien sûr. un massacre et des déplacements de population. Il y a eu 12 millions de personnes déplacées en Syrie sur 21 millions à origine. Donc, on va dire 50% de la population a été déplacée. C'était en grande majorité des sunnites, d'où le revers de bâton qu'on observe en ce moment en Syrie depuis quelques mois. Effectivement, les Alaouites, qui sont la communauté du président Assad et de son fils qui avait gouverné la Syrie pendant 50 ans, les Alaouites se sont fait massacrer à leur tour. Donc voilà, la Syrie est elle-même en quête d'elle-même, je dirais. Et personnellement, je pense que il y a un danger pour la suite des événements. Et donc, Quel type de danger, justement? C'est un point de vue, mais sur la Syrie, j'ai écrit sur ça il y a pas longtemps, il y a 2 semaines, dans l'heure le jour en l'occurrence, pour dire qu'il y avait un parallèle entre la situation syrienne et la situation irakienne. Donc le danger, c'est un fractionnement à l'irakienne. Alors c'est pas nécessairement une partition du pays en entité indépendante, mais plus une fédéralisation du pays, et ce genre de choses se fait dans la douleur. Alors pourquoi je dis ça? Parce que l'Irak s'est fractionné en 2003 parce que voilà, il y a eu l'invasion de l'Irak, puis il y a eu la dissolution de l'armée, la dissolution du parti Baas. On en pense ce qu'on veut, mais je fais juste le résultat des choses. Et voilà, donc la colonne vertébrale du pays s'est effondrée et le pays était constitué de communautés rivales. Et il y a eu une guerre civile en Irak pendant des années. Et le résultat de cette guerre civile, c'est qu'il y a eu un tri communautaire. L'Irak était un pays mélangé, particulièrement Bagdad. Et Bagdad, aujourd'hui, c'est comme Beyrouth, je dirais même au pire temps et jusqu'à aujourd'hui. Bagdad est aujourd'hui partitionné. Un tri et une épuration même, puisque les chrétiens d'Irak, le moins qu'on puisse dire, est qu'ils ont été soit massacrés, soit contraints à l'exil d'ailleurs. Il y a une très forte réduction du nombre de chrétiens en Irak et en Syrie aussi. Et en Syrie aussi. Mais je reviens sur la nation libanaise. Pourquoi? Parce que l'Irak est un pays artificiel, la Syrie aussi. D'ailleurs, on oublie souvent que la Syrie, d'abord, est multi. Alors, les sunnites sont majoritaires, mais il y a une forte proportion de Kurdes au nord de la. Vous le rappelez dans votre livre. Il y a une minorité alaouite, mais c'est tout de même 8%. Il y avait une minorité chrétienne qui s'est affaiblie, puisque là, on vient de le dire, là, beaucoup sont partis. Et puis, il y a des Druzes qui représentent à peu près 8% aussi. Mais le Liban, c'est encore plus compliqué. Enfin, plus compliqué. C'est encore plus marqué. Et on l'a dit, voilà, ils n'ont pas envie de se battre. Mais ils n'ont pas envie de se battre, mais pourquoi? C'est une grande question que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi vous voulez à tout prix créer une nation qui n'existe pas et qui ne veut pas exister? C'est-à-dire que partout dans le monde, il y a des nations qui se sont autoproclamées. La Tchécoslovaquie, c'est devenu la Tchéquie et la Slovaquie. La Yougoslavie, Croatie, Slovénie, Serbie. Et je peux faire des exemples, je peux citer comme ça des centaines d'exemples. Pourquoi les mouvements identitaires et toute idée d'indépendance de peuples souverains dans cette région, c'est un sujet tabou. Pourquoi couper ces pays artificiels? Parce que je l'ai rappelé, le Liban tel qu'il est aujourd'hui a été créé en 1920 à la demande des chrétiens maronites d'ailleurs. Pourquoi faire un État chrétien au Moyen-Orient, faire un État alaouite, un autre druze, serait un sujet tabou. C'est peut-être une façon aussi pour ces minorités de ne plus se faire massacrer. Alors je sais bien qu'au début, ça peut provoquer des guerres, mais in fine, ça peut aussi aboutir à des États indépendants. Parce que vous le rappelez dans votre livre, vous dites en gros qu'au 19e siècle, les chrétiens étaient des dhimmis, et puis ils ont... Petit à petit, je ne vais pas rentrer dans les détails, il faut lire le livre, mais par un concours de circonstances démographiques, économiques, etc., et à cause de la faiblesse de l'Empire. Vous rappelez tout ça, et c'est très bien dans votre livre, les chrétiens commençaient à prendre le pouvoir. Les musulmans l'ont très mal vécu, notamment les druzes, mais aussi les sunnites. Parce que leurs dhimmis, je rappelle ce que c'est qu'un dhimmi, c'est un citoyen de seconde zone, leur protégé, commençaient à prendre le pouvoir. Alors en gros, quand il y a une nation dans cette région du monde où le chrétien arrive au pouvoir, eh bien, il provoque des massacres. Ça provoque des massacres parce que les autres ne veulent pas, le vivent mal, ils se sentent déclassés. Et quand ce sont les autres, j'entends par les autres, les musulmans qui sont au pouvoir, ils le transforment en dhimmi. Alors dans ce cas-là, en gros, le chrétien dans cette région du monde a le choix d'être ou un dhimmi
ou d'arriver au pouvoir en se faisant massacrer. Alors, et on se dit, et pourquoi tout ça? Pourquoi vous voulez à tout prix faire une nation avec des gens dont le seul but est de gouverner en massacrant, en transformant les chrétiens, les autres, donc les chrétiens en l'occurrence, ou d'autres minorités, en citoyens de seconde zone, ou bien, voilà, c'est ou ça ou rien. Alors pourquoi à tout prix une nation? Mais encore une fois, c'est une très bonne question. Je pose la question dans le livre au moment de la constitution du Grand Liban en 1920. C'était à la demande des chrétiens. Donc, c'est un sujet d'historien, en fait. C'est l'extension de ce mont Liban, où les chrétiens faisaient 80%, oui. à ce Grand Liban, où dès qu'il est constitué, les chrétiens font 50%. Oui. 50 Et ou vous 52. savez pourquoi? Donc, alors, il y a différentes interprétations. Il y a une interprétation qui est que c'est à la demande des chrétiens eux-mêmes, parce qu'ils voulaient ça, une c'est un extension. fait historique, c'est à la demande des chrétiens. Oui, mais il y a d'autres éléments aussi. Il y a, vous savez, la frontière du Grand Liban de 1920, elle recoupe presque exactement la frontière du Liban tracée par les troupes françaises en 1861, l'expédition française du général Beaufort d'Opoul. Oui. Okay. Donc il y a des cartes de l'époque qui vous montrent ça. Donc c'est quelque chose qui était dans les esprits depuis, on dirait, à l'époque, depuis 60 ans. Donc 1860, Mais c'est 1920. très peu sur l'échelle de l'histoire. Maintenant, pourquoi les chrétiens, qui étaient 80%, voudraient faire partie d'un pays où ils seraient 50%? Une des explications ou une des pistes que je me donne et que je pense que je cite dans le livre aussi, c'est que les chrétiens libanais avaient, pendant des siècles, fait partie d'empires musulmans. Parce que toute cette région était une province d'empire. Hein. Il faut aussi rappeler ça, c'est que le Liban, la Syrie, toutes ces régions-là, ils n'ont pas de tradition nationale. Ce sont des provinces d'empire successifs. Absolument. Les Ottomans, et avant les Ottomans, les Mamelouks, les Fatimides, les Byzantins, etc. Bon. Et donc, les chrétiens avaient fait partie pendant des siècles d'empire musulman, et du coup, ils se retrouvent dans un empire chrétien. Parce que c'était la France. Oui, mais justement, c'est peut-être ça qui les a mis en confiance. Alors, ils se disent, puisque c'est un empire, s'il dure autant que les autres, peu importe, le Liban est finalement une partie de cette... Donc, ça peut être une explication. Il y a aussi le fait que la France, sortie de la Première Guerre mondiale, était la plus grande puissance avec la Grande-Bretagne. C'était l'équivalent aujourd'hui des États-Unis, pratiquement. La France était toute puissante. Et elle était j'ai là la phrase, vous savez, vous connaissez cette phrase du patriarche maronite qui était venu à Paris demander à Clémenceau de créer le Grand Liban. Il avait dit au général Gouraud, donc qui a créé le Grand Liban, le général français, donc le général Gouraud, le patriarche maronite à l'époque lui écrit ceci. Il lui dit, je suis convaincu, après que le général Gouraud a écrasé les armées de Faysal qui voulaient créer un empire arabe. Ouais. Donc, à la chute de l'Empire ottoman, il lui écrit « Je suis convaincu que la leçon que votre armée victorieuse a donnée à l'arrogance des Arabes rehaussera dans le pays le prestige de la France et nous vaudra à tous une ère de prospérité et de paix. La France peut dorénavant travailler à faire régner la justice et l'ordre dans les régions confiées à ses soins. Déjà, nous sentons les bienfaits de cette victoire et nous entrevoyons la réalisation de nos rêves et de nos espoirs séculaires. » Voilà comment écrit le patriarche maronite. Donc, vous rappelez dans votre livre que les maronites sont des catholiques, au général Gouraud. Donc, ça donne une idée de ce qu'attendaient les chrétiens du Liban, de la France. C'est peut-être pour ça qu'ils s'en fichaient d'être plus que 50%. Peut-être. Ce qui est clair, c'est qu'ils ne s'attendaient pas du tout à 1940. Vous voyez ? Oui, évidemment. Il n'y avait pas du tout ça à l'esprit. Et donc ça a été un basculement immense très rapidement. 20 ans plus tard, 20 ans, c'est rien dans l'histoire des peuples. Et donc, pour reprendre sur votre question, pourquoi rester dans ce grand Liban? Pourquoi ne pas faire des provinces plus petites ou des nations plus petites? Je pense que la vraie question, c'est le problème de faisabilité. Hein, parce que vous le dites dans votre livre. Je commence le livre en disant les chrétiens... Vous rappelez même que c'était une idée du 19e siècle. Ce que peu de gens savent. Vous le dites dans votre livre. Faire des États homogènes, en fait. Oui, c'est-à-dire... Ethnico-religieux homogènes. Vous vous rappelez dans votre livre qu'au 19e siècle, il y avait une idée des chrétiens de finalement s'autonomiser, prendre leur indépendance vis-à-vis de l'Empire ottoman. Oui, absolument. Et donc, après, vous dites vous-même dans votre livre qu'ils n'en avaient pas les moyens. Alors pourquoi? Parce qu'ils étaient une petite population dans un immense empire.
Parce que vous dites, au début de votre livre, vous dites que ça continue à traverser l'esprit des chrétiens. Mais vous dites, mais on n'en a pas les moyens. Il y a deux choses. Il y a, de manière générale, il y a le sentiment chez tous les Libanais, et pas seulement chez les chrétiens, de la précarité de leur situation et de ne pas envie de s'exposer encore davantage au danger après 50 ans de guerre. Maintenant, cela dit, il y a deux choses importantes. La première, c'est que si vous faites une partition du Liban, par rapport aux chrétiens, vous devenez une cible. Hein? Ils sont déjà une cible. Oui, mais vous identifiez en tant que tel. Et au-delà de ça, il y a... Alors, je dirais la lecture classique, c'est-à-dire jusqu'au 7 octobre 2023, ce que je vais dire était valable jusqu'au 7 octobre, c'était que s'il y avait une partition du Liban, ça envoyait un signal géopolitique, en fait, que la partition de la Syrie était possible, parce que c'est exactement la même donne, bien sûr. Partition de l'Irak, la naissance d'un État kurde, et ça veut dire la partition de l'Iran et de la Turquie. C'est-à-dire de proche en proche, permettre la partition d'un des États du Proche-Orient, comme ce sont tous des États hétérogènes, particulièrement Liban, Syrie, Irak, qui sont très fragiles. Mais même l'Iran, là, on n'y croit pas. On n'y croit pas. Mais moi, je fais partie de ceux qui pensent que si vous tapez suffisamment fort sur quelque chose ou quelqu'un, il s'effondre. Et donc, l'Iran est une nation millénaire. C'est un empire. Ils ont une colonne vertébrale immense. Mais il ne faut pas oublier que 60% de l'Iran est homogène. Absolument. Et perse chiite. Et 40% de la population iranienne est non perse ou non chiite. Khamenei est azéri, par exemple. Voyez, globalement, il y a des Arméniens, des Azéris et des Kurdes. Il y a aussi un peu d'Arabes. Oui, un des conseillers de Khamenei était arabe. Il a échappé à la mort. Oui. On va faire une pause sur Beugnot avant de revenir sur le point géopolitique après le 7 octobre. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Alors, on reprend notre sujet sur ces entités qui pourraient provoquer d'autres... Je suis d'accord, absolument. Il est certain que ça provoquerait probablement une partition de la Syrie. Mais j'ai envie de vous dire, mais tant mieux. Tant mieux... Tant mieux ou tant pis, la question c'est si est-ce que vous avez le projet. Je pense qu'une des bonnes questions qu'on peut se poser par rapport aux chrétiens libanais, c'est est-ce qu'ils ont un projet de nation? Parce que le Liban est l'héritier historique de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, c'était une fédération multinationale qu'on appelait et qui était formée d'une... Les Turcs avaient fait en sorte leur empereur, leur sultan s'était converti à l'islam pour avoir de son côté une grande majorité des populations du Proche-Orient. Donc les Arabes le suivaient à cause de la religion, mais il y avait 50% de l'Empire ottoman à son apogée qui n'étaient pas musulmans, qui étaient chrétiens. Et donc, ils les avaient divisés en ce qu'on appelait les millettes, c'est-à-dire en gros, ça veut dire nation. Et donc, il y avait des différents types de nations, la nation latine, arménienne, les chrétiens d'Orient, les orthodoxes. Le patriarche de Constantinople orthodoxe était le deuxième personnage de l'Empire après le sultan. Donc, ils avaient vraiment poussé très loin le fédéralisme et la reconnaissance des particularités parce que c'était leur manière de gérer. Et le Liban, son système politique aujourd'hui est l'héritier direct de ce fédéralisme à l'ottomane. C'est pour ça qu'on dit que le Liban, c'était le dernier État ottoman du Proche-Orient. C'est vrai. Ouais. Et donc, les Libanais, les chrétiens et les Libanais se sont réfugiés dans ce système, je dirais, parce qu'ils pensaient, ou ils pensent toujours peut-être, que c'est la meilleure protection contre pire, c'est-à-dire contre s'exposer ouvertement et risquer le massacre. Justement, mais si ça provoque, on revient sur ce qu'on disait à 2 minutes, si ça provoque des partitions un peu partout, vous savez bien que quand vous êtes entouré de petites entités, ça neutralise. Si vous avez autour du Liban chrétien un petit État druze, un petit État... Vous savez, les minorités entre elles savent bien que elles ont intérêt à s'entendre face aux mastodontes sunnites du monde, du grand monde arabe. Alors, je dirais, on entre là dans la dynamique post-7 octobre, oui, en fait. Absolument. Ça fait des dizaines d'années que si vous parlez à des Libanais, ils vous disent mais finalement, quel est le projet israélien ?
le projet israélien, logiquement, ce serait de provoquer la partition du Proche-Orient, Oui. parce que de cette manière-là, eh bien, il y aurait une série d'entités, et dans ce cas, Israël pourrait envisager l'avenir avec sérénité. Oui. C'est ce que beaucoup de Libanais ont dit pendant des années et des C'est ce années. que disait l'archevêque de Beyrouth en 1930. Vous savez, Monseigneur Mobal, dans les années 30, Israël n'existait même pas, mais il y avait l'idée d'un foyer national juif. Ouais. Il y était favorable, lui, archevêque maronite de Beyrouth, et il disait il faut un foyer national chrétien aussi. Enfin, il voulait des foyers nationaux un peu chrétiens, druzes, etc. Et c'est le projet israélien aujourd'hui, probablement. La question est posée, parce que qu'est-ce qu'on voit après le 7 octobre ? Il y a le cas palestinien qui est à part, et puis il y a l'expulsion de l'Iran du Proche-Orient, et derrière, il y a, regardez ce qui se passe en Syrie. Vous avez les Israéliens qui interviennent pour soutenir les Druzes. Vous avez les Israéliens qui ont une relation depuis des années avec les Kurdes. Absolument. Avec les Kurdes en Syrie et les Kurdes en Irak. Oui, donc, les Israéliens En fait, les Israéliens sont à la frontière iranienne, à travers les Kurdes. Absolument. Voyez. Et donc, ce qui s'est passé aujourd'hui en Iran, la pénétration de l'Iran, vous pouvez aussi regarder ça sous l'angle peut-être d'un côté des minorités présentes en Iran et puis de l'autre, mais ça c'est un autre sujet, le peuple perse a toujours été proche des peuples... de la corruption du régime iranien de façon générale, même le Hezbollah au Liban a été très largement pénétré, mais bon. Donc, d'ailleurs, il y a eu une coopération entre le régime iranien, les États-Unis, et voire même Israël. Il y avait des réunions en Irak. Ces gens-là ont travaillé ensemble. Hein. J'en parle dans un bouquin, dans un livre précédent. Et donc, les Israéliens aujourd'hui en Syrie, ils ont clairement pris déjà position pour affaiblir l'État syrien. Dès la chute de Bachar el-Assad, il y a eu le bombardement de l'armée syrienne, il y a eu la destruction de toute son infrastructure, et il y a une rivalité. L'Iran étant sorti du jeu, il y a une rivalité israélo-turque. La Turquie a essayé de poser ses pions en Syrie, ça n'a pas marché. Elle a essayé de contrôler des bases militaires dans le centre du pays. Israël est venu à tout bombarder. Le jour même, le ministre des Affaires étrangères turc a dit « Nous ne cherchons pas de problème avec Israël ». Donc voilà, il y a les minorités syriennes qui ont très peur du régime central et les Druzes, Israël cherche à les attirer, les Kurdes, il est en relation avec eux. Les Alaouites, aujourd'hui, ont un problème central, c'est qu'ils n'ont pas de leadership. Mais ils sont en quête d'un protecteur, c'est évident. Il y a un rapport de Reuters qui est sorti le 30, il y a 2 jours. Il pourrait se rapprocher des Israéliens, vous pensez ? Alors, la question est posée. Il y avait beaucoup... Au Liban, encore, on parlait beaucoup pendant des années du fait qu'il y avait une sorte de coopération implicite entre Hafez el-Assad et les Israéliens. D'ailleurs, il y a eu des négociations. Il y a eu des négociations entre des généraux alaouites, vous savez bien, entre les généraux de Bachar el-Assad et les Israéliens, il y a 2 ans. Mais entre Hafez el-Assad lui-même, via les Américains, mais directement aussi. Et donc, et puis il y a ce pouvoir central syrien qui est formé de dizaines de factions, dont certaines sont pro-turques. Absolument. Certaines le président lui-même, d'ailleurs. Oui, mais d'autres suivent les pays du Golfe. Et alors, les factions du Sud ont fait allégeance au pouvoir, mais gardent une forme d'autonomie, gardent leur commandement. Les factions du Nord ont fait en partie allégeance au pouvoir, mais pas totalement. Mais en réalité, le pays, il n'y a pas de colonne vertébrale, il n'y a pas d'État aujourd'hui. Ce sont des factions. Vous entrez dans les ministères, vous trouvez des gens qui ne parlent pas arabe. Oui. Vous voyez, ou vous ne savez pas ce que vous allez trouver. Oui, parce qu'il y a eu dans toutes ces milices des combattants tchétchènes, des combattants un peu de tout. Hein. Ouïghours, tchétchènes. Oui. Mais vous êtes d'accord que vous diriez que le président actuel syrien qui a été reçu par Emmanuel Macron à Paris n'a pas vraiment le pouvoir sur ses troupes ou sur le pays? Je pense que non. Oui. Et vous savez, il a été aussi accueilli en France le lendemain de la signature d'un accord entre une grande compagnie française qui s'appelle CMA-CGM et l'État syrien qui portait sur le port de Latakia. Donc c'est à je dirais pas à cette condition, mais suite à ça qu'il a été reçu. Donc ce monsieur aujourd'hui remplit une fonction, mais au-delà de ça, quelle est la fonction géopolitique de la Syrie, et surtout par rapport aux puissances montantes qui sont... il y a la Turquie et il y a surtout Israël. Donc, si jamais la vision israélienne d'une
d'un soutien aux minorités devait s'imposer. Derrière ça, moi je pense que la Syrie peut se fractionner. Et vous savez qu'au temps du mandat français, il y avait 5 Syries. Et Damas et Alep ne formaient pas la même province. Absolument. Il y avait un État alawite et un État druze. Et derrière ça, évidemment que ça peut impacter le Liban. Donc nous sommes dans un flux très rapide, dans une période de changement extrêmement rapide, et il faut vraiment, pour les Libanais de façon générale et pour chaque communauté en tant que telle, il faut vraiment regarder à l'avenir avec beaucoup de prudence, de circonspection. Il faut vraiment analyser ce qui se passe pour essayer justement de ne pas en payer le prix. Merci, et on va rappeler le titre du les livre. références de votre livre, donc Fouad Kourielou, Liban, état de survie, aux éditions Max Milo, donc, qui est disponible chez tous les bons libraires. C'est une très bonne analyse de la situation. On se retrouve donc dans une semaine pour un prochain numéro de Culture et Politique sur Radio Courtoisie, bien sûr. Bonne soirée et merci encore. Merci cher beaucoup. monsieur, Merci pour de votre m'accueillir. présence.